Dans le dernier paragraphe du cours, on va voir des exemples un peu plus évolués de couplage électromécanique. Voilà, dans deux dispositifs importants, hein, qui est un haut-parleur et un moteur. Voilà, un haut-parleur pouvant être considéré quelque part comme un moteur, hein, puisque le but c'est de convertir de l'énergie électrique en mouvement. Mais bon, c'est pas tout à fait la même finalité, donc on met deux noms différents. Alors pour le haut-parleur, je vous présente un peu le dispositif et après on va voir une modélisation qui est explicitement au programme et sur laquelle je vous demanderai un petit peu de travail pour vraiment encore se familiariser avec ces couplages électromécaniques en induction. Donc le haut-parleur, vous avez ici un schéma que je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc un schéma dans lequel vous avez le haut-parleur ici, excusez-moi, sur sa vue en coupe. Donc, sur le haut-parleur, on trouve plusieurs choses. Donc, le plus important, c'est la membrane. Le cache-poussière, bon, c'est simplement éviter que la poussière vienne en fait ici, là. Mais sinon, sur la membrane, c'est ça qui va vibrer. Alors, la membrane, en fait, elle est attachée solidairement à un dispositif ici qui n'est pas vraiment un ressort, mais qui est un dispositif qui peut se déplacer dans cette direction, qu'on appelle le spider. Et surtout, le plus important, c'est la bobine. Il y a forcément une bobine qui est quelque part dans le haut-parleur. Bon, là, je l'ai fait en plus gros. En fait, elle est souvent un peu plus petite, mais voilà. Donc ça, c'est les principaux composants. Le jaune, rouge et bleu, c'est tout ce qui va bouger avec orange ici, qui est la suspension. Donc ça bouge aussi, mais ça relie de manière élastique au bâti. Ensuite, on a la partie magnétique, donc avec l'aimant, la plaque de champ, donc l'aimant qui va faire en fait un champ magnétique qui va s'appliquer sur la bobine, de façon à avoir des forces de la place en fait dans cette direction qui vont faire bouger la membrane selon l'axe horizontal. Voilà, je n'ai pas représenté le champ magnétique, mais ici en fait il est radial, puisque ça c'est une vue en coupe, et si là c'est le pôle nord par exemple, il est dirigé d'ici vers là. Et pareil ici, hein, d'ici vers là. Donc le champ magnétique en fait, il est toujours orthogonal au fil et toujours orthogonal au courant, à peu près. Voilà, alors quelques généralités sur les haut-parleurs. Donc cette bobine évidemment on l'alimente. Hein. On l'alimente par quoi? Alors en général c'est par un composant qu'on appelle un amplificateur, parce que ce qui sort d'un signal, ce qui sort pardon d'un appareil qui décode les signaux numériques ou analogiques d'ailleurs, eh bien c'est un signal très très faible, hein, ça suffira pas pour faire bouger les membranes des haut-parleurs, sauf vraiment les tout petits haut-parleurs, et donc on a besoin de les amplifier. Et donc il faut en fait un amplificateur de qualité, parce que c'est bien gentil, mais si votre haut-parleur il est très très cher, il est d'excellente qualité, mais que vous l'alimentez avec des signaux distordus parce que votre amplificateur a mal fait son travail, ça sert absolument à rien. C'est pour ça que dans les systèmes hi-fi, l'amplificateur c'est un composant extrêmement important et souvent très cher pour avoir un amplificateur de qualité, parce que ça conditionne de manière au moins aussi importante que le haut-parleur la qualité du son. Alors l'impédance de la bobine, l'impédance statique, c'est souvent 8 ohms. C'est en fait, voilà, c'est normalisé pour que ça marche avec tous les types d'amplificateurs. Bon, normalement, vous avez des sorties 8 ohms sur vos amplificateurs hi-fi, 16 ohms parfois, ou 4 ohms, ça dépend, mais le plus courant c'est 8 ohms. Tous les haut-parleurs ont cette impédance-là par convention, pour pouvoir être alimentés en fait par une grande classe d'amplificateurs. Alors, placé au voisinage d'un aimant à géométrie cylindrique, eh bien, il va y avoir des forces de Laplace là-dedans. C'est ces forces de Laplace dans la bobine qui vont ensuite, par contact et par déformation, se transmettre à la membrane pour générer une onde sonore, parce que la membrane, quand elle va bouger, elle va perturber la pression de l'air ici, puis ça fait une onde sonore. Donc voilà le principe. Alors, on va maintenant, une fois que j'aurai rezoomé, modéliser le haut-parleur d'une manière au début un peu déroutante, mais je vais essayer de vous expliquer pour que ce soit clair. C'est une modélisation sous forme de rail de Laplace. On va en fait partir de cette géométrie, la modifier par la pensée pour arriver à une autre géométrie équivalente au niveau électromécanique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la bobine du haut-parleur, donc vous voyez tout cet enroulement-là, on en prend les deux extrémités et on déplie ça entièrement. Donc ça fait un fil très long, hein, parce que c'est une bobine. Ce fil très long, je l'ai représenté ici. Pourquoi j'ai passé ça en géométrie plane? Tout simplement parce que si vous regardez bien la géométrie ici, vous allez voir que le champ magnétique,
il est radial. Donc en tout point, que ce soit ici, ici, enfin partout sur la bobine, il est toujours orthogonal au fil. Eh bien c'est exactement ce que j'ai représenté là en dépliant la bobine. Un champ magnétique toujours orthogonal au fil, en tout point, il est toujours dirigé vers le haut, puisque là je l'ai pris uniforme. Voilà. Donc en fait, là j'aurais, vous voyez, un fil qui va se déplacer comme ça, suivant l'axe X. Bon, bah là c'est pareil, hein, ça se déplaçait suivant X. À part qu'au lieu d'avoir un enroulement et quelque chose de radial, j'ai en fait tout déplié, et j'ai maintenant quelque chose de plan, et un champ magnétique uniforme suivant une seule direction. Donc en fait, on peut montrer que c'est équivalent et ça nous permet de faire de l'induction de manière un peu plus simple que cette géométrie-là. On pourrait le faire sur cette géométrie-là, mais ça demanderait un peu plus d'outils théoriques. Et donc autant aller au plus simple pour avoir les phénomènes. Je vous propose une modélisation ici. Alors vous allez essayer de comprendre d'où viennent les paramètres de cette modélisation, pourquoi ils sont là, c'est la première question. Et puis après, essayez de répondre en détail aux questions que je vous pose dans cet exercice. C'est une variante sur les rails de Laplace, en un peu plus compliqué, et ça permettra de dégager l'essentiel sur le haut-parleur, donc avec le bilan électromécanique, le bilan d'énergie, le bilan de puissance en fait, hein. C'est surtout un bilan de puissance que je veux, et puis quelque chose sur les impédances, vous allez essayer de faire ça. Voilà, donc c'est votre travail, celui-là, hein. Je n'ai pas envie de vous le faire directement parce que c'est important de se familiariser avec ces genres de raisonnement. Cherchez-le, dites-moi comme d'habitude où vous bloquez, n'hésitez pas à me contacter autant de fois que nécessaire. Et puis on fera un bilan une fois que vous aurez essayé ceci. Et enfin, un autre petit exercice qui n'est pas le haut-parleur, mais qui est un moteur très important, qui est la machine asynchrone. Alors la machine asynchrone, eh bien c'est un peu différent de la machine synchrone. La machine synchrone, on l'a un peu étudiée parce qu'en fait c'est le moteur brushless dans le chapitre précédent. Le moteur brushless, c'est un cas particulier de moteur synchrone. Voilà. Mais la machine asynchrone, c'est un peu différent. Et j'aimerais que vous compreniez vraiment son fonctionnement. Alors pas tous les détails des calculs, mais au moins vraiment le fonctionnement physique. Parce que c'est un moteur qui est extrêmement utilisé dès qu'on a besoin de sources de puissance mécanique. Donc je vous propose un article ici, qui est l'article de Wikipédia, qui est très bien. Et je vais vous montrer en plus 2 vidéos sur le moteur synchrone et asynchrone. Donc sur cette première vidéo, vous allez voir, c'est le principe du moteur synchrone. Le moteur synchrone, c'est simplement une pièce polaire, un aimant par exemple, hein, ou un électroaimant, qui va être placé dans un champ magnétique qui va être tournant, un champ magnétique triphasé. Et ça, on verra que ça fait un vecteur champ magnétique qui en fait décrit une trajectoire, entre guillemets, si on peut parler de trajectoire pour un vecteur, mais une trajectoire circulaire, comme je vais vous le montrer sur la vidéo après. Et en fait, on sait qu'il y a un moment magnétique a tendance à s'aligner avec les lignes de champ. Donc ça, on l'a déjà vu dans le moteur brushless, hein, mais c'est le principe de tout moteur synchrone. Et si je vous montre ce que ça fait ça. Vous avez l'aiguille ici, et alors là, voilà, elle tourne quand même à 50 Hz, hein, donc avec un stroboscope, on a l'impression qu'elle ne bouge pas, en fait elle tourne à 50 tours par seconde. Voilà. Et donc vous avez ici un rotor, tout simplement, un rotor qui tourne et qui est entraîné par un champ tournant. Donc ça, c'est le moteur synchrone, parce que en fait, il tourne le rotor, le petit aimant là, tourne exactement à la même vitesse que le champ magnétique, la même vitesse angulaire. Et là, il s'agit d'un moteur au fonctionnement différent, mais qui est intéressant aussi, c'est le moteur asynchrone. Alors évidemment, ça c'est vraiment des vidéos de démonstration, hein. Vous allez voir sur l'article Wikipédia, c'est quand même fait de manière un peu plus astucieuse, mais le principe physique qui est dessous reste le même. On a toujours nos 3 bobines qui vont créer un champ tournant. Et là, on ne vient pas mettre un moment permanent, on vient juste mettre une pièce métallique dans laquelle il peut y avoir des courants. Alors c'est un cachet d'aspirine, bon là il n'y a rien dedans, mais simplement ici il y a une plaque, un peu pièce de monnaie, mais une plaque métallique, dans laquelle il va y avoir en fait des courants induits. Et ces courants induits, regardez ce qui va se passer, hop, ils mettent en fait en mouvement le rotor, et ce rotor se met à tourner. Voilà. Et si on met un stroboscope, eh bien vous allez voir que même à 50 Hz, il continue à y avoir une rotation. Ce qui indique que dans ce moteur, même si le champ il tourne à une fréquence de 50 Hz,
eh bien, le rotor ne tourne pas exactement à 50 Hz. Alors, le gros enjeu, hein, dans les questions que je vous pose, c'est de comprendre pourquoi et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Pour comprendre le principe du champ tournant qui interviennent dans les 2 premières vidéos, eh bien, on peut faire une petite animation intéressante. Voilà, c'est en triphasé, donc vous voyez 3 bobines. Alors on n'a pas représenté les bobines, mais elles sont ici, ici et ici, hein, qui sont suivant 3 axes, donc à 120 degrés l'une de l'autre, comme ça. Et en les alimentant de manière triphasée, encore une fois, donc le triphasé, je vous rappelle, c'est un neutre et 3 phases, hein, 3 phases qui seront décalées en fait de 2π sur 3 lors de leur évolution temporelle. Vous voyez, donc on alimente chacune des bobines avec chacune des 3 phases et le neutre. Voilà, les bobines sont alimentées avec des tensions qui sont décalées de 2π sur 3, hein, déphasées de 2π sur 3. Pareil, 4π sur 3 pour la troisième, et puis celle-là qui a un déphasage nul pour avoir une référence de phase. Voilà ce que ça donne au niveau temporel, donc là c'est le temps et là c'est les tensions. Et alors ce qui se passe, c'est ça. Vous voyez, les champs magnétiques, ils décrivent des vecteurs dont l'évolution au cours du temps, c'est ça. Et regardez le champ magnétique ici en noir. En fait, il est constant. Et c'est un champ qui est tournant. Et tournant à la même vitesse angulaire que chacune des tensions qui alimentent les bobines. Donc voilà comment on réalise en fait un champ magnétique tournant en triphasé. Voilà, on pourrait éventuellement, en diphasé, c'est-à-dire seulement 2 bobines, ce ne serait pas un champ aussi propre, hein. Donc le triphasé, c'est vraiment la manière de faire vraiment un champ qui soit de normes quasi constantes et qui puisse tourner. Donc c'est le principe d'alimentation des moteurs synchrone et asynchrone, ce genre d'alimentation triphasée. Voilà, donc là on a représenté autre chose qui est le vecteur champ magnétique, hein, ou l'intensité du champ magnétique dans l'entrefer. Voilà, et donc si on place un aimant, c'est le principe du moteur synchrone, eh bien l'aimant va en fait s'aligner avec le champ magnétique local. Voilà. Au passage, on peut remarquer que en fait, on n'est pas obligé de mettre un aimant, hein, on peut mettre un électroaimant, ça revient exactement au même, c'est un dipôle magnétique qu'on peut alimenter. Voilà, et du coup, on a également un rotor qui va en fait se comporter de la même manière. Parfois, on peut préférer cette solution lorsque un aimant serait on pourrait difficilement mettre un aimant au centre. Voilà. Donc je vous propose, hein, pour finir, de répondre également aux questions en étudiant bien le document. Répondez-y bien sérieusement, comme ça on aura matière à réflexion et puis vous aurez vraiment l'essentiel du cours d'induction, parce que induction c'est à la fois quelque chose de théorique mais quelque chose vraiment de très pratique, hein, qui se retrouve dans de très nombreux dispositifs, dont les moteurs qui sont quand même pas l'aspect le moins important technologiquement. Sachez que, par exemple, toutes les voitures électriques actuelles sont alimentées par un moteur asynchrone. Voilà. C'est ça qui est le moteur principal, hors moteur thermique évidemment pour les hybrides, mais pour la partie motorisation électrique, c'est forcément un asynchrone actuellement. Voilà. La machine à courant continu, je la détaille pas, même si effectivement on pourrait en parler également, parce que c'est un dispositif d'induction. Je la détaille pas parce que comme vous la faites en SI, je pense que c'est pas nécessaire que j'insiste énormément là-dessus. En fait, ce qui est difficile, c'est le principe de fonctionnement sur la machine à courant continu, ou au moins sa constitution interne, avec les balais, les collecteurs, les commutations, voilà. Puis comme je vous l'ai expliqué, elle va être en concurrence avec les moteurs asynchrones et synchrones, parce que sa commande est relativement simple, mais son entretien est plus compliqué, ce qui pose de problèmes dans les applications où on a besoin vraiment d'une grande fiabilité et de peu de maintenance. Voilà pour ce cours d'induction.